Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Be Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision, sur vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur besmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la réunion de la Banque Centrale Européenne qui était attendue et qui a été sans surprise pour les marchés avec des réactions de marché assez muettes, on peut le dire ainsi, pas de grande surprise puisque la BCE a délivré une deuxième baisse de taux de 25 points de base et Christine Lagarde a fermement refusé à ce stade de s'engager sur la suite et sur la poursuite éventuelle, attendue en tout cas, des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne. Vous aurez le détail et discussion à suivre bien sûr sur ces sujets de politique monétaire avec nos invités de Planète Marché dans un instant et Pauline Gratel qui vous donnera le compte-rendu de cette réunion. Sur les marchés, difficile de savoir où on en est entre le coup de chaud de l'été avec le paroxysme du 5 août, le stress de la rentrée, on l'a vu la semaine dernière, on voit des marchés qui ont plutôt remonté un peu la pente hier notamment à Wall Street. Est-ce qu'on est vraiment reparti sur de l'appétit pour le risque, sur un marché risk-on, ou est-ce qu'on est plutôt dans des phénomènes de contre-pied après effectivement le stress de la semaine dernière? Question là aussi qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis gros focus sur le secteur bancaire en fin d'émission dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, secteur particulièrement animé depuis 24 heures puisque les grandes manœuvres semblent être de retour et Unicredit a battu une position de 9% au capital de Commerzbank, ce qui relance évidemment de nombreuses spéculations. Est-ce qu'on est au bord d'un mouvement de consolidation bancaire pan-européen ou est-ce que la situation de Commerzbank reste très spécifique à ce stade? Nous en parlerons avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investments. David Benamou, directeur des investissements d'Axiom AI, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir pour débuter Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés et c'est Pauline Gratel qui nous accompagne bien sûr. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'était l'événement attendu de ce jour, la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Oui, la BCE baisse ses taux une seconde fois. Le taux de la facilité de dépôt passe donc de 3,75 à 3,5%. Christine Lagarde confirme que la BCE maintient une approche data dependent, meeting par meeting, pour décider de l'évolution de sa politique monétaire. Elle a fermement refusé de s'engager sur un quelconque chemin de baisse des taux. Les observateurs ont été attentifs également à la mise à jour des projections économiques de la Banque Centrale Européenne pour les prochaines années. Oui, pour ce qui est de l'inflation globale, les projections du mois de juin restent inchangées. Elles devraient atteindre en moyenne 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 et il faudra attendre 2026 pour qu'elles passent sous les 2%. À 1,9%. Pour l'inflation cœur hors alimentation et énergie, les estimations ont été révisées en légère hausse à 2,9% cette année, 2,6% en 2025 et enfin 2% en 2026. La BCE revoit marginalement à la baisse ses prévisions de juin sur la croissance économique de la zone euro. Elle table sur une croissance de 0,8% cette année, de 1,3% en 2025 et de 1,5% en 2026. Que dire des réactions de marché, Pauline, notamment en provenance des marchés obligataires? Les investisseurs étaient largement préparés à cette annonce. Peu de mouvements sont à signaler. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans tourne autour de 2,15%. Le rendement de l'obligation française à 10 ans autour de 2,85%. Le spread entre ces deux obligations est stable autour de 70 points de base. Du côté des indices actions, les marchés européens sont en légère hausse, notamment après le fort rebond de Wall Street hier. À ce sujet, on notera que les indices américains semblent caler un petit peu aujourd'hui. Et puis, c'est donc l'histoire du moment et peut-être un feuilleton qui démarre dans le secteur bancaire avec cette prise de contact et même un peu plus entre Unicredit et Commerzbank. Oui, lors d'un entretien accordé à Bloomberg TV, le PDG d'Unicredit, Andrea Orcel, a annoncé être prêt à prendre complètement le contrôle de Commerzbank. Il évoque le fait que les discussions sur une éventuelle fusion-acquisition sont en tête. Le titre Commerzbank avance encore aujourd'hui de plus de 2%, tout comme celui de Unicredit. On parlera spécifiquement
également dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Et puis en France, on notera que l'un des nouveaux venus dans le monde des titres restaurants, le groupe Swile, est aujourd'hui rentable au premier semestre. C'est la toute première fois que Swile dégage un bénéfice et ça intervient 18 mois après le rachat de Bimpli. Ses concurrents Pluxee, la filiale chèque restaurant de Sodexo, recule de 2% et Edenred finit dernier du CAC 40 en baisse de plus de 4% au cours de la séance. Bon, les gros enjeux de la semaine sont derrière nous avec la BCE et l'inflation américaine, mais il y aura encore quand même quelques statistiques macro demain à surveiller. Oui, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation de l'inflation française du mois d'août. En zone euro et au Japon, on regardera la production industrielle du mois de juillet. Aux États-Unis, la confiance des consommateurs du Michigan du mois de septembre sera publiée. Côté micro, les investisseurs arbitreront les résultats d'Adobe publiés ce soir après la clôture de Wall Street. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les informations clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk est avec nous, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Pierre-Olivier Beffy également. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan, et Michel Martinez qui nous accompagne également. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Qu'est-ce que vous retenez, Michel, de la journée BCE? Qu'est-ce que vous comprenez à ce stade de la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne? Un point que je retiens un peu dans le discours de Christine Lagarde, c'est que elle répète, je crois que c'est pas la première fois qu'elle le dit, que les risques sur la croissance sont plutôt orientés à la baisse aujourd'hui en zone euro. En revanche, quand on lui demande un peu la balance des risques sur l'inflation, c'est pas très clair. Oui, alors je crois que le message principal, c'est qu'il n'y a pas de pré-engagement, de moins de décisions dans les prochaines réunions. Donc la façon de l'interpréter, c'est que le risque de baisser les taux en octobre est plutôt limité. C'est plutôt des baisses de taux qui vont continuer de façon graduelle tous les trimestres, à chaque fois qu'il y aurait des nouvelles prévisions d'inflation. Voilà, à part ça, on n'en sait pas plus. Il n'y a aucune réponse sur, en particulier, ce que doit être le taux neutre. Est-ce que la BCE a en tête quel est le point d'atterrissage, jusqu'à quel niveau on va baisser les taux, 2, 2,5. C'est ce que price le marché, autour de 2. Mais bon, elle décide de ne pas répondre à ce type de questions. Ouais. Et sur les risques inflationnistes, bon, on voit bien, elle continue de rappeler que l'une des raisons qui justifie l'approche graduelle, c'est que l'inflation domestique... l'inflation sous-jacente, les prix des services restent élevés, services d'inflation domestique autour de 4%, et que sur les salaires, il y a eu une modération au deuxième trimestre, mais ça peut réaccélérer, et donc il n'y a pas un degré de confiance suffisant pour procéder à des coupes claires dans les taux immédiatement. Voilà. C'est les seuls messages, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations aujourd'hui par rapport aux dernières semaines. Ça, j'allais dire, c'est la position de la BCE, avec effectivement une Banque Centrale Européenne qui refuse d'aller un peu trop loin dans sa vision des choses. Qu'est-ce que vous en dites, vous, chez Société Générale CIB? Est-ce que d'avoir une BCE qui continuerait pour un temps au moins à baisser ses taux de 25 points de base chaque trimestre, est-ce que c'est compatible avec l'état économique de la zone euro aujourd'hui et la vitesse à laquelle baisse l'inflation aujourd'hui, hein, même si je conçois que dans la partie service, ça reste peut-être un sujet? Ou est-ce que vous estimez qu'à un moment, il faudra que la BCE passe à une vitesse supérieure? Non, on est plutôt dans cette optique de baisse graduelle. Nous, on a une idée, mais avec un degré de confiance qui n'est pas extraordinaire sur les taux terminaux. Ouais. La loi, c'est autour de 2,5. Là, on est à 3,5, donc il y a encore 4 baisses des taux. Il n'y a pas, aujourd'hui, quand on regarde les fondamentaux de l'économie européenne, il n'y a pas matière à s'alarmer. C'est vrai que ce n'est pas fort. La croissance va être faible. Mais quand on regarde l'état du marché du travail, quand on regarde en moyenne les marges des entreprises, il n'y a pas de signaux alarmistes aujourd'hui. Donc pour nous, ça plaide pour y aller graduellement. On ne peut pas faire un scénario central sur l'idée quand même que les marges d'entreprise, elles le notent aussi. La BCE commence aussi à se réduire un petit peu,
que, je ne sais pas, on voit beaucoup de surcapacité dans un secteur comme l'automobile, par exemple. Alors je sais que les négociations salariales en Allemagne vont commencer, mais elles seront peut-être pas de la même nature que les négociations salariales, par exemple, des 2 prochaines années. Tout ça, pour les économistes, c'est quand même des indicateurs avancés qui permettent peut-être de... Déjà, il y a beaucoup de retard dans la négociation salariale par rapport à l'état du secteur industriel. Et puis, c'est vrai que quand on regarde l'ensemble de l'industrie, ça ne va pas bien, ça décroît. On va avoir demain la production industrielle pour juillet, mais on sait probablement que les prochains mois vont être plutôt faibles. Mais ce n'est pas le cas de tous les secteurs d'activité, et en particulier dans le secteur d'activité des services, ça tient encore. Alors, ce n'est pas extraordinaire, mais ça tient encore. Donc, il n'y a pas de... aujourd'hui, même si vous regardez le consensus des économistes, il est plutôt sur des taux de croissance dans la zone euro autour de 20% l'an prochain, ce qui est probablement pas très loin du potentiel de croissance. Donc il y a une sorte de consensus que c'est moyen, mais pas au point d'y aller très fort dans les baisses des taux. Et si on veut faire écho au débat sur les taux neutres, on ne sait pas où ils sont. Les marchés price autour de 2, et nous on dit 2,5. Il y a certaines estimations qui montent même jusqu'à 3. On voit bien d'autres qui sont en dessous, Michel. Non, mais qui sont pour en être dessous, fair. à zéro, voilà. Pour être fair. À zéro. Donc, on peut aller de 0 à 3, donc on ne sait pas où on est. Mais peut-être qu'il y a pas mal de gouverneurs qui pensent qu'il faut y aller de façon graduelle, parce que si on passe en dessous de ce taux neutre qu'on ne connaît pas, du coup, la politique monétaire ne sera plus restrictive, elle sera même elle supportera l'économie. Ouais. Il y a quelques secteurs d'activité, dont l'immobilier, par exemple, qui ont beaucoup souffert, qui sont vraiment à un point bas maintenant, qui vont cesser de baisser, en tout cas en ce qui concerne les mesures d'activité. Et donc, il pourrait y avoir un rebond, et puis avec ça, un rebond du côté de la consommation. Donc, on voit ici qu'il y a cette interrogation sur jusqu'où on peut aller. Elle est fondamentale dans l'approche graduelle. Si on était convaincu que c'était 0... Oui, on pourrait y aller assez vite. C'est vite. Je suis d'accord. Et si on pense que c'est 2, voire 3, il faut y aller doucement. Comment vous regardez effectivement, Pierre-Olivier, alors la BCE spécifiquement, mais plus généralement un peu ce cycle de baisse de taux, puisque après la BCE, la Fed va quand même entrer en jeu aussi la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça change d'avoir la Banque centrale américaine qui va rentrer dans le jeu? Comment est-ce que la Fed va rentrer dans le jeu d'ailleurs la semaine prochaine? Et qu'est-ce que ça change au cycle global de baisse de taux qui a déjà commencé ici et là pour certaines banques centrales que je ne qualifierais pas de mineurs non plus, la Suisse, le Canada, l'Angleterre, la BCE? Moi, je dirais que la première chose, alors concernant la Fed, c'est assez bien télégraphié normalement qu'elle va faire 25 points de base la semaine prochaine. Moi, je ne vois pas trop, vu les dernières données qu'on a eues, vu l'état du marché, du crédit, des actions, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui elle accélère vraiment. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a... Ce serait perturbant pour vous que la Fed entre en jeu avec un 50 points de base de baisse? Alors non, je pense que ça serait très bien. Voilà, alors allons-y directement là-dessus. Voilà, personnel. Mais en fait, moi, je pensais même déjà qu'elle aurait dû baisser de 25 points de base en juillet. En juillet, elle est en retard. Voilà. Donc, alors, pour moi, ça, cette question, ça dépend. En fait, je pense qu'on est dans un environnement très réflexif avec les marchés. C'est-à-dire que si les marchés reviennent au top, vers, par exemple, le S&P remonte à 5650, etc., ça veut dire que le marché, il va presser vraiment le soft landing. Enfin, c'est vraiment le scénario de base du marché. Le marché action, oui, est plutôt dans cette idée-là, oui. Voilà. Dans ce cas-là, la Fed, si elle a des marchés actions au plus haut, des spreads de crédit très resserrés, c'est-à-dire qu'elle a des conditions financières qui sont très très bonnes, elle peut se permettre simplement d'y aller de 25 BP en disant, de toute façon, le marché a déjà fait un peu le travail pour moi. Ouais. Voilà. Alors, si d'ici la semaine prochaine, les marchés reprennent une petite... En fait, tout ça peut aller très vite, mais moi, par exemple, j'avais calculé que si les marchés perdaient à peu près 15% par rapport au plus haut, donc ça veut dire un peu plus de 10%, enfin, peut-être un peu plus, mais en 12% par rapport à là où on est niveau actuel. Voilà. Et bien, en fait, ça équivaudrait, pour garder les mêmes conditions financières stables, il faudrait baisser de 100 BP de plus que ce qu'il y a dans le marché.
Donc l'idée, c'est que voilà, si on a des marchés qui commencent à être très inquiets, etc., que les conditions financières se dégradent, ça peut pousser la Fed à accélérer. Et puis, à contrario, si les marchés sont au plus haut, que les spreads de crédit sont très contraints, finalement, c'est très très bien pour Mais pour vous, ça vient du marché. La différence entre 25 ou 50 BP, ça vient du marché, des marchés actions, des marchés de crédit, et donc des conditions financières. Tout à fait. Ça ne vient pas de la macro, quoi. Du coup, les marchés réagissent aussi parfois à la macro, on va dire ça comme ça. D'accord. Pas toujours. Mais on l'a vu hier. D'ailleurs, la price action d'hier était très intéressante. Parce que sur la macro, les marchés ont baissé. Et puis après, une fois que le patron d'Nvidia a parlé, ça a tout arraché. Et finalement, la tech a tout emporté, alors que tous les secteurs finissent dans le rouge, sauf la tech hier. Voilà. D'ailleurs, dans petit aparté, il y a toujours des statistiques de baseball qui sortent sur ces genres de journées quand est-ce qu'on les observe. Paradoxalement, disons 9 fois sur 10, c'est plutôt dans des marchés baissiers en fait. Donc ça ne veut pas dire. Alors, les statistiques du baseball, ça monte aujourd'hui et dans une semaine, on sera plus bas. Voilà, on verra. On verra si la statistique du baseball marche encore. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, à mon avis, dans un environnement très tactique, je pense que si la Fed baisse que de 25, ça diminue quand même le put de la Fed pour les mois qui viennent, notamment en amont des élections US. Je pense qu'en amont des élections US, c'est quand même une période un peu compliquée. Bon, si vous êtes, par exemple, dans le shale oil aux États-Unis, vous allez peut-être attendre le résultat des élections avant d'investir. Mettre le billet pour investir. Voilà. Je pense que pour les investisseurs, c'est un peu pareil. Il y a des scénarios qui sont quand même très différents sur les secteurs entre la tech, l'énergie, etc. Donc, suivant le résultat, on ne va pas investir de la même manière. Bon, est-ce qu'on a envie de jeter une pièce en l'air, même si Kamala Harris du point de quand on regarde en moyenne le consensus, c'est-à-dire qu'elle a plutôt fait un bon débat contre Trump. C'est pas parce qu'on a gagné un débat qu'on gagne l'élection, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Donc je pense qu'en amont des élections, c'est ça qui va jouer. Et par exemple, il se peut très bien que la Fed réaccélère si par exemple le marché. Et ça, pour vous, ce serait le pire en fait. Ça, ce serait pas bon. Vous préférez voir la Fed commencer à 50 plutôt que d'être obligé d'accélérer ensuite ces baisses de taux? Moi, la manière dont je le vois, c'est que je trouve que la Fed, alors Michel le disait très bien, d'abord elle commence de beaucoup plus haut que la Banque Centrale Européenne. Voilà. Après, moi je pense que, faut être honnête, si on va avoir un impact sur l'économie aujourd'hui, baisser de 25 points de base, ça sert à rien. Non, mais quand, on voit bien que ce qui fait ralentir l'économie américaine, c'est par exemple d'abord le secteur immobilier. Bon, le secteur immobilier, il faut baisser de 200 à 300 points de base pour avoir vraiment un impact. Si vous baissez de 25 points de base, je dirais que l'Américain moyen, ça ne va pas lui faire ni chaud ni froid. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je pense qu'en fait, il y a une histoire d'un peu de non-linéarité et que, vu où la Fed part, elle peut y aller plus agressivement. Après, évidemment, si quelqu'un dans le marché action, il est très content. Plus il se dit que la Fed est agressive, plus il sera content. Intéressant. Bon, il y avait des rumeurs aussi de la BNS, autour de la BNS, on verra. Le franc suisse est au plus haut. Ils ont une réunion le 26 septembre. Alors, ils sont peut-être un peu plus petits, effectivement, et beaucoup plus petits que la Fed, mais on verra si des banques centrales de pays développés passent à la vitesse supérieure. Malik, allons-y, 25, 50. Est-ce que 50, c'est forcément négatif marché pour si la Fed délivre ça la semaine prochaine ou est-ce que ça peut être argumenté, quoi? Personnellement, je pense que si c'était 50, ça serait mal interprété par le marché. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement, où il y a des choses dont on n'est pas au courant et que la Fed a des éléments en sa possession qu'on n'a pas. Parce que compte tenu des conditions, comme ça a été expliqué, des conditions financières qui sont vraiment aujourd'hui vraiment bonnes aux États-Unis, il n'y a pas de raison. Le marché de l'emploi se tient plutôt bien, la consommation se tient plutôt bien, le marché financier se tient plutôt bien. La richesse réelle des Américains a augmenté au cours de l'année dernière. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'accélérer, sauf s'il y a une situation qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et parmi les banques centrales, vous en avez oublié une qui pourrait déjouer tout ça, c'est la Banque du Japon. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Et j'espère qu'elle ne va pas le faire. C'est la semaine prochaine, la Boge aussi, je crois. Oui, c'est aussi la semaine prochaine. Ils ont été assez agressifs dans leur communication, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer en action. Parce que le yen s'est beaucoup apprécié au cours des dernières semaines. Et augmenter les taux jeterait un peu de l'huile sur le feu sur la situation actuelle. Ouais, j'entends. Donc on pense que ça serait plutôt pour décembre. Pour revenir aux États-Unis, oui, 25 BP pour le mois prochain. Et puis je pense que le chiffre de la semaine prochaine sera aussi très déterminant, c'est le chiffre de vente au détail qui va sortir pour voir où en est la consommation américaine. Parce qu'on a des inquiétudes sur le consommateur américain, mais pour l'instant, ça n'a été étayé par aucun chiffre réel. Je reprends l'argument de Pierre-Olivier, parce que ça fait des années que j'entends, si la Fed nous surprend, c'est qu'il voit quelque chose qu'on ne voit pas. Bon,
je sais pas, vous êtes économiste, vous voyez quand même beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'outils, d'instruments pour voir aussi quand même beaucoup de choses. Est-ce que la Fed, fondamentalement, voit plus de choses? Sans doute qu'elle a peut-être une finesse de données plus importante, mais juste au-delà de ça, un discours qui dirait bon, on a une dose des restrictions monétaires très élevée, l'économie est à un bon niveau, mais on voit quand même que la trajectoire a envie de s'affaiblir. Oui. On n'a pas envie de prendre de risques avec ça. Donc, on est capable de tout de suite éliminer 50 points de base de restrictions monétaires. Okay. Et ensuite, on verra. Et le marché, il n'est pas capable d'entendre ça. Non, et de se dire, ce serait légitime. Non, c'est pas du tout. C'est que la communication de la Fed a été très claire, notamment de Jérôme Powell, c'est de dire, le sujet aujourd'hui, c'est pas l'inflation. Aujourd'hui, c'est le marché du travail. Oui. Si je baisse de 50 BP, c'est que je m'attends à ce que le marché du travail s'effondre dans les semaines à venir. Et qui est un... D'accord. Non, voilà. Mais j'entends, je comprends tout à fait cette logique. Hein. Donc c'est ça la logique. Derrière, on ne voit pas cette logique. Le taux de chômage a baissé à 4,2, les salaires continuent à être bien orientés. On ne voit pas d'où pourrait venir l'accident sur le marché du travail à l'heure actuelle. Ouais. Oui, mais si on veut préserver cet état, peut-être qu'il faut faire... oui, mais 25 BP, pourquoi 50 BP? Qu'est-ce que ça changerait de faire 25 puis 25 parce que 50 BP, je pense que le marché ne s'y attend pas du tout aujourd'hui. Là où vous avez raison, c'est que la Fed pourrait agir parce que c'est vrai que les taux d'intérêt réels aux États-Unis restent très élevés. Ouais. Ça peut limiter. C'est un argument. C'est un argument. Mais c'est un argument aussi qui peut se faire progressivement. Pas à pas. D'accord. Pas. Parce que lorsqu'on pense que la Fed va baisser les taux, on s'attend aussi qu'à la suite de la baisse des taux, l'inflation remonte peut-être légèrement, ce qui ferait baisser les taux réels. Mais c'est pas ce qu'on a... C'est pas ce à quoi on assistait depuis le début, depuis qu'il y a eu l'annonce d'un précommittement d'une baisse des taux. Les taux d'intérêt restent très élevés aux États-Unis, au-dessus de la moyenne qui est autour de 1,70. Donc ça, oui, ça pourrait peser sur l'économie à terme. J'ai une vision un peu différente de Malik, alors comme ça fait un peu de débat. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'en effet, si elle le fait très agressivement, on peut penser que ça le fait pour de mauvaises raisons. Moi, je pense qu'à ce stade, en septembre, on sait à peu près où est l'économie américaine. Je veux dire, on sait que le taux de chômage a monté d'à peu près d'un point de pourcentage, essentiellement parce que le taux de participation a bougé. Donc, pour l'instant, c'est pas non plus une détérioration du marché du travail très marqué. Voilà, on a vu aujourd'hui les jobless claims, c'était encore 230. Assez basse. Ouais. Voilà. Moi, je pense que le point quand même, à mon avis, et c'est un des choix que devront faire les banques centrales, c'est si elles baissent plus agressivement, même dans le cycle qui arrive, elle enverra, et plus vite en fait, c'est dès le début, c'est-à-dire qu'elle enverra un message en disant écoutez, moi j'ai choisi, moi le risque d'inflation, même si j'en ai un peu plus, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché de l'emploi, la croissance. D'accord. Voilà. Et je trouve que ça, c'est un message très boule pour le marché. Parce que finalement, le marché, est-ce qu'aujourd'hui, on a peur d'une inflation à 5, 6%, 10%, comme on a connu à un moment? Bon, on n'a pas de choc du Covid devant nous. Les prix des matières... Ce risque-là, il est définitivement, au moins temporairement mis de côté. Une inflation qui remonte parce qu'on... D'accord, mais pas à 5, 6. Voilà. Et puis en plus, il y a le resserrement budgétaire qui arrive. Sachant que si les économies mondiales ont si bien tenu, c'est parce qu'on avait fait beaucoup de dépenses budgétaires. Il y a du resserrement budgétaire dans le pipe aux États-Unis, là? Un peu. En fait, c'est avec la hausse des charges d'intérêt qui arrivent, soit les déficits budgétaires vont complètement exploser, soit il y aura quand même un tout petit peu de resserrement. Voilà. Alors, ça sera peut-être à la marge, mais en tout cas, on n'est plus dans les... Oui, c'est plus les vannes grandes ouvertes. Il y a plus de contributions positives. Ok, l'impulsion, ok, oui, d'accord. Après, peut-être qu'on se trompe et qu'on va aller à des déficits à 10% aux États-Unis, parce qu'ils sont à 6% à peu près. Donc, voilà. Mais donc moi, j'ai cette interprétation-là en me disant que plus la Fed est dovish, plus elle dit, écoutez, moi... finalement, je suis assez content de l'économie, mais je veux quand même prendre aucun risque. Et en fait, je trouve que ça serait assez boule. Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il a le consensus pour ça, quand même. Parce que lui, il n'a pas prononcé le mot graduel dans son discours de Jackson Hole, Jérôme Powell, mais d'autres se sont chargés de le rappeler. Non, et après, si par contre, on va les données se détériorer et que là, qui baisse de 50, oui, ça sera mauvais. Mais là, c'est parce que. Mais je pense que les données sont paradoxalement plus importantes que la fonction de réaction de la Fed, qui plus elle est dovish et plus à mon avis. Et le cas où il baisserait de 25 avec, je sais pas, un très mauvais rapport sur l'emploi, par exemple début octobre pour le mois de septembre. Moi, je pense que le marché va. Là, ça stresse quoi. Oui, ça va stresser. Oui, c'est ça. Bon, Michel, sur la Fed et le cycle un peu global de baisse de taux, est-ce que tout ça peut rester un peu synchronisé, coordonné, en parallèle? Ou est-ce qu'il y a un moment, certaines banques centrales devront s'affranchir du rythme qui peut être imposé par d'autres? Je ne sais pas si on peut parler de synchronisation déjà des cycles économiques. Ça me paraît pas vrai. On mentionnait le Japon qui va remonter ses taux. En Asie, c'est quand même aussi des logiques différentes. Et puis en zone euro, quand on compare États-Unis aux zone euro, on n'a pas non plus
la même photo budgétaire, la même situation du marché de l'emploi en termes de niveau. Pas du tout les mêmes moteurs de croissance. Donc, moi, je ne ferais pas vraiment de comparaison. Je dirais, pour moi, si on compare les banques centrales européennes et américaines, pour moi, il y a un point commun, c'est que... le point commun, c'est... On pense que l'inflation va être plus proche de la cible. Donc, on ne craint pas, effectivement, des taux de forte inflation, mais on a peu de crainte que l'inflation, de retomber dans des craintes d'inflation très faibles. Ouais. Et deuxième point, qui est lié à ça aussi, on ne sait pas du tout quel est le taux neutre. Nulle part. Là, en tout cas, quand vous regardez les estimations, ça allait partout. Alors, si le taux neutre en zone euro, c'est 2,5, je ne sais pas où est-ce qu'il est aux États-Unis, il est peut-être à 3,5 ou 4. Donc c'est peut-être aussi à 5,5. Non, mais voilà. Mais voilà, effectivement, si la Fed baisse de 25 points de base, c'est tôt, le marché immobilier ne va pas rebondir fortement. Mais si elle baisse de 100 points de base, c'est une autre question, je pense. Et 100 points de base, tant que l'économie tient, on peut le faire de façon graduelle, 25 points de base tous les trimestres. Voilà. Je crois que si l'objectif, c'est de neutraliser la politique monétaire, vous dites qu'il n'y a pas besoin d'y aller si vite que ça. Mais tant que l'économie résiste. Tant que l'économie résiste, et pour l'instant, quand on regarde la macro, en tout cas du côté de l'activité, aux États-Unis, ça résiste. Alors, ça ralentit, mais ça résiste. Il y a pas de... Là, on parlait du marché du travail, des jobs class, mais quand vous regardez les licenciements, il n'y en a pas aux États-Unis. Non. C'est quand même, en général, c'est plutôt les signaux avancés. Est-ce qu'il y aurait des raisons que les entreprises se mettent à licencier dans un avenir proche ? En même temps, vous voyez, alors il y a peut-être la hausse des charges d'intérêt qui un jour va jouer, mais le fait qu'il y a une décélération de l'inflation, décélération aussi de la croissance salariale, et puis même création d'emplois, ça aide, ça va aider les entreprises à préserver des marges. Les marges qui restent élevées. Stratosphérique, voilà. nous dit l'économiste. D'accord. Donc, oui. Historiquement. Oui. Donc, encore, voilà. Si on revient en fait au risque macroéconomique là, qui pousserait les banques centrales à être très logiques, le risque de récession forte. S'il n'y a pas de crise immobilière, s'il n'y a pas de crise financière, si c'est juste la fin d'un cycle, la belle mort en général, c'est parce que les entreprises ont leurs marges qui baissent. Je licencie pour protéger mes marges. Et je limite mon capex, je fais ça. Aujourd'hui, États-Unis comme Europe, je suis désolé, mais il n'y a pas de signaux qu'on est dans cette zone-là. Ouais. Ça ne veut pas dire que la croissance va être forte, mais ça veut dire que c'est le risque de coupe claire. Aujourd'hui, il me semble... On n'a pas la surchauffe ou les déséquilibres d'une fin de cycle habituelle. Non, on ne voit pas, voit pas ça aujourd'hui. Ouais. Vas-y, finis. Non, mais c'est... Alors, il y a encore quelques semaines, on parlait de risque de récession forte, avec l'aile de Sam. Avant, c'était la courbe des taux inversée, mais ça ne veut rien dire. Il faut avoir une lecture plus fondamentale de l'économie. Et je reviens toujours, c'est quelle est la santé des agents privés. Alors, si on met de côté le secteur public, on suppose qu'il n'y a pas de changement notable. Mais c'est quelle est la santé du secteur privé. États-Unis comme Europe, les entreprises en moyenne vont bien. Aux États-Unis en moyenne, elles vont très bien, en moyenne. Du côté des ménages, en Europe, ça va très très bien, si on regarde la situation financière. Ouais. Et aux États-Unis, un peu moins bien. Le taux d'épargne a beaucoup baissé. Donc, il y a un moment, la consolidation devrait ralentir. Mais on ne le voit pas encore. Ouais. Oui, parce que le patrimoine des Américains aussi a bien augmenté au cours des dernières années. Non, mais la question essentielle, c'est quel cycle de baisse des taux, pour quelles raisons ? Parce que là, on rentre dans un cycle où on aura une baisse des taux aux États-Unis alors qu'on est en expansion. Oui. Une expansion économique. Oui. Donc, on se pose la question de savoir quelles répercussions ça aura sur le marché des actions. Très clair. Parce que le mouvement des taux qu'on a subi, là, il est pour moi déjà fait. Sur les marchés obligataires ont déjà on a intégré... un marché obligataire, comme vous disiez tout à l'heure, qui, lui, depuis le début du mois de juillet-août, a pour scénario un ralentissement marqué, voire une récession. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas du marché action. C'est vrai. Et d'ailleurs, le marché du crédit non plus
ne voit pas une récession. Quand vous voyez les spreads de crédit, ils ont un peu bougé, mais dans la correction, ils n'ont rien fait. Il y a un appétit encore pour le crédit qui reste très important, même sur le high yield, qui reste la meilleure classe d'actifs. Donc, la baisse des taux, est-ce que c'est parce qu'on normalise la politique monétaire, parce que l'inflation ne nous inquiète plus, et on a une politique qui reste quand même restrictive avec des taux réels élevés, c'est pour ça qu'on veut les faire baisser, ou alors on a une politique monétaire qui se met en place parce qu'on craint un effet récessif. Et là, ce n'est pas le scénario qu'on voit. Nous, c'est le premier scénario, c'est un ralentissement. Donc, il y a un ralentissement qui se met en place, mais pour autant, les bénéfices d'entreprise ne sont pas impactés de manière radicale par ce ralentissement. Et ce qui était mentionné est vrai, c'est que les marges des entreprises aux États-Unis ont continué à progresser. Ce n'est plus le cas en Europe, elles stagnent, voire légèrement baissent. Mais pourquoi ? Parce que les entreprises bénéficient toujours du différentiel positif entre l'inflation et le PPI. Il a baissé. Les prix à la production. Pardon. Oui, non, mais si. Les prix à la production, donc l'inflation et les prix à la production, ce différentiel reste positif. Donc elle garde, malgré tout, un pricing power qui reste C'est aussi qu'il y a de la productivité, enfin, de ce que je comprends. Bien sûr, quand même, vu le niveau de progression des salaires, s'il n'y avait pas eu cette productivité, peut-être que les marges des entreprises américaines ne seraient pas aussi stratosphériques. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est le deuxième élément aussi qui concourt à cela. Donc, quelle est la situation pour la fin de l'année ? Nous, on considère que le marché américain reste bien orienté. La dynamique n'est pas pour l'instant arrêtée. Il y a un effet saisonnier qui joue de plein fouet en ce moment. Donc c'est la mauvaise saison, quoi. C'est septembre, quoi. C'est l'effet septembre. Psychologiquement, ça influe sur les gens. Quand vous voyez la séance d'hier, honnêtement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Hein. Ah oui, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Donc c'est vraiment psychologique. D'accord. Il y a Goldman Sachs qui dit que Nvidia c'est un strong buy sur les déclarations de PDG et tout est retourné. Donc ça, c'est la petite vie quotidienne du marché, vous dites. Mais dans les grands changements de tendance de marché, si on prend l'épisode estival également, vous dites il n'y a rien fondamentalement qui a changé. Ce qui est important aussi, c'est la profondeur du marché américain. Aujourd'hui, ce n'est pas les valeurs technologiques qui ont porté le marché depuis 2 mois, non. Les valeurs défensives. Oui. Donc il y a eu une propagation aux autres secteurs. Et quand vous voyez la contribution aux bénéfices à venir des entreprises américaines, ce sont ces secteurs-là qui vont contribuer, qui vont progresser. Donc c'est légitime de voir cette partie-là du marché revenir sur le devant de la scène. C'est pas un signal négatif, parce que moi quand je vois des défensifs de la santé, des telcos, des utilities qui reviennent sur le devant de la scène, je me dis ou les investisseurs savent plus quoi faire après Nvidia, ou le marché action lui-même se prépare à traverser une phase macro un peu compliquée. Non, je trouve que c'est ça. Il y a l'effet taux qui a joué, mais il y a aussi les progressions de bénéfices. Il y a 2 secteurs qui sont en peine. Il y a une dynamique bénéficiaire derrière ces secteurs qui justifie qu'ils reviennent sur le devant de la scène. 2 secteurs qui resteront en peine, c'est les ressources, c'est l'énergie et les matières premières. Mais pour le reste, il y a une dynamique positive, c'est-à-dire que ces secteurs défensifs, en termes de progression de bénéfices, vont rattraper le retard qu'ils avaient accumulé par rapport aux valeurs technologiques. Et ça, c'est une tendance. Oui, de fond. Il y a une classe d'actifs dont on n'a pas parlé, c'est les matières premières et le pétrole notamment. Je veux bien qu'on en dise un mot, je ne sais pas en tant qu'économiste comment vous regardez ça, Michel, mais déjà, la corrélation entre les taux longs et le pétrole, ça marche encore pas trop mal, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu des taux longs baisser là, tout au long de l'été, le pétrole aussi a beaucoup baissé, par exemple. C'est quoi l'histoire du pétrole par rapport aux autres marchés ? Alors, moi, je vais vous dire la vision de vos équipes, oui, bien sûr, qui suivent. Et puis, on suit, en tant qu'économiste, on suit de ça près parce que c'est une variable importante dans nos prévisions d'inflation. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait que l'offre est constamment réévaluée à la hausse, et en particulier, c'est l'histoire de la production non OPEP. Le gaz de schiste, le pétrole de schiste, il y a des productions qui continuent de monter, et visiblement en plus avec un break-even, donc un prix, un point d'équilibre qui continue de baisser aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. Donc il y a une offre qui est toujours révisée à la hausse, au point même que visiblement on craint que l'OPEP... l'OPEP a dit qu'elle allait arrêter avec les quotas, les baisses, baisses de production, et même peut-être qu'un jour elle dira je suis le seul perdant de l'affaire, donc allons-y. Et puis alors du côté de la demande aussi, ce qu'observent nos analystes, c'est que leur modèle prévoit finalement. On a des modèles qui sont région par région, pays par pays, qui sont bâtis sur le PIB, et même d'autres indicateurs plus fins que le PIB.
Et ces modèles sont toujours en décalage, en fait. Autrement dit, la demande est toujours plus faible que ce qui est prévu. D'accord. Même si on est bon sur les chiffres de croissance anticipés, à un trimestre, deux trimestres, la demande pour le pétrole surprend toujours à la baisse. Toujours à la baisse. Et là, ils ont commis des travaux récemment qui expliquent en fait que en particulier la demande d'essence, des ailes est toujours plus faible que ce que les modèles donnaient. Et là, on voit le développement des véhicules électriques, des hybrides, pour les modèles thermiques, le fait que finalement les nouveaux modèles thermiques consomment moins. D'accord. Juste pour donner un chiffre, aujourd'hui dans les ventes de voitures, la part de marché du véhicule électrique en Chine, c'est plus de 50%. Donc vous voyez bien qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a une part conséquente qui commence à être significative. J'entends. De la consommation habituelle d'essence. Et qui vient perturber même les équilibres d'un marché comme le pétrole. Et voilà, donc c'est ce que nos analystes matières premières... Alors ils disent que ça va continuer. Voilà, oui. Parce qu'on s'inquiète de la demande pour l'électrique dans une certaine partie du monde aujourd'hui quand même. Peut-être pas en Chine, mais... Oui, mais pas en Chine. Pas en Chine. Et puis, mais il n'y a pas que l'électrique. Il y a tout. Il y a aussi les nouveaux modèles qui Oui, les nouveaux modes de consommation électrifiés, etc., qui prennent de plus en plus de place. Il n'y a pas que les voitures. Mais c'est bon, macro... Il y a aussi tous les transports en commun, les bus. Toute la mobilité en général. Les bus, ils sont, sont complètement électrifiés de plus en plus partout. Ou l'hydrogène, le gaz, etc. Et là, ils nous disent ça se voit vraiment dans les chiffres de demande. Mais ça veut dire que le pétrole est un peu moins qu'avant un baromètre macroéconomique au sens où on l'entendait, Michel ? Oui. Ouais, d'accord, ok. Oui, alors donc ça nous amène à réviser constamment à la baisse nos prévisions de prix du pétrole et donc nos anticipations d'inflation totale. Oui, voilà. On est d'accord. Ouais. Non, mais je disais qu'il y a quand même toujours un lien entre le pétrole et les taux longs. Enfin, ça fonctionne encore un peu. Oui, je ne sais pas, de voir ces marchés de matières premières. Enfin, je sais pas, il y a eu des séances à -4, -5 là, sur les cours du pétrole. Quand ça secoue sur ces marchés, ça secoue toujours un peu fort. Mais je ne sais pas s'il y a une lecture particulière de votre côté, Pierre-Olivier. Moi, de toute façon, à part nous, la Chine, je ne sais pas, on n'a pas parlé de la Chine, mais j'ai l'impression que la Chine pose quand même toujours beaucoup de problèmes au marché, aux investisseurs. Quand même. Je pense qu'il y a quand même un peu de réaction. Après, c'est vrai que ce que dit... Michel, c'est que, d'abord, tout le monde est bearish sur le pétrole aujourd'hui. Quand on voit les positionnements, il y a plus grand monde qui est très, très bullish sur le pétrole. Je pense que ça a un peu réagi quand même on l'a vu, par exemple, quand le marché a eu peur. Je ne sais pas si c'est pas un peur de récession, mais en tout cas peur que le soft landing soit plus soft que prévu. Voilà, il s'est dit, moins soft. Pétrole. Moins soft. Oui, c'est ça, plus hard, quoi. Oui, d'accord. Je ne sais pas comment dire. C'est mon anglais qui est défaillant. Non. Mais voilà. Après, on voit aussi le cuivre a quand même pas mal corrigé. En fait, il y a l'or qui surperforme beaucoup. Oui, record encore au moment où on se parle. Oui. Mais ça, c'est un peu normal parce que moi, je pense que l'or, c'est toujours un actif quand s'il y a vraiment un problème à un moment, c'est pas ça qui nous protégera. Mais en amont, il a tendance à bien anticiper les thématiques. Et je pense qu'il est en train d'anticiper qu'en nominal, ça a l'air fantastique. En réel, c'est peut-être moins bien. À un moment, il va falloir tout monétiser. Enfin, bref, avec les déficits, etc. Donc, je pense que plus la thématique des banques centrales, la géopolitique, etc. Mais enfin bon, si on revient sur le pétrole, moi, je pense que c'est intéressant parce que toutes les matières premières, à mon avis, elles price. En fait, je pense que le marché est un peu au milieu du guet. C'est-à-dire que si les matières premières, moi, je pense que le pétrole, s'il y a vraiment une récession, on ira à $40. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour qu'on y aille. S'il n'y en a pas, on peut imaginer aussi qu'on remonte, 85, 90. Bon, comme les gens, en effet, ont tendance à bien réviser à la baisse chaque fois le haut du range, donc on montera moins haut. Ouais. Le cuivre, c'est un peu pareil. Si on va en récession, sur le futur, on ira là, aujourd'hui, on est plutôt vers 400, on peut aller à 350, mais en fait, on peut très bien remonter à 500. Voilà. C'est pas tranché, vous dites, là. Non, mais les taux, je trouve aussi, c'est pareil. Le message des taux, si on va vraiment en récession, on peut imaginer que la Fed... 360 sur 10 ans américains, c'est pas cher. Si on est en récession demain, 5 sur 10 ans. Mais enfin, s'il n'y a pas de récession, que l'inflation repart un peu, on peut repartir à 4,2, 4,5. Voilà, donc moi je trouve que le marché, il est au milieu du guet, il ne sait pas trop encore où aller. Et je pense qu'en effet, après les élections américaines, après avoir vu un peu plus de données, si par exemple on est conforté dans le fait qu'il n'y a pas de récession, les marchés repartiront très bien à la hausse. Comment ça se traduit concrètement dans le positionnement d'une stratégie que vous pouvez gérer aujourd'hui, Pierre-Olivier, là ?
Nous, alors, moi, Ce marché un peu entre je deux. raisonne un peu en probabilité parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, malgré tout, on commente quand même beaucoup de choses, beaucoup de données qui sont là aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément celles de demain. Voilà. Donc après, il faut avoir un peu des scénarios en probabilité. Moi, je pense que le scénario quand même d'une récession, pas forcément très marqué, mais en tout cas, où on a un ralentissement beaucoup plus fort que ce qu'on pense, je pense que c'est autour d'aujourd'hui. Moi, je l'estime au cours de 30-35%. Voilà. Le scénario où... Sur quoi? Sur un horizon de 3, 6, 9 mois? Sur 6 à 12 mois. 6 à 12 mois, Je d'accord. dirais même plutôt 6 mois. Si je les mettais, D'accord, c'est plutôt 6 ok. mois. Et puis, après, un scénario de soft landing immaculé, je pense qu'aussi, c'est à peu près 30-35%. Et puis, un peu un scénario intermédiaire où, en fait, le marché, en fait, là, comme l'a bien dit Malik, pour des raisons de psychologie, je pense de saisonnalité. Enfin bon, il y a des raisons parfois pour lesquelles il y a des saisonnalités. S'inquiète un peu à court terme, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas si méchant. Et donc, on a un bon rallye de fin d'année. On finit à 6000 sur le S&P, comme certains voient. Et donc, du coup, nous, notre positionnement, c'est comme on a 2 tiers à court terme de notre probabilité, qui est plutôt sur une probabilité que ça se passe pas forcément très bien. On peut avoir des peurs. Ouais. On a tendance à être très, très prudent aujourd'hui. Voilà, jusqu'à mi-octobre. Et puis, mi-octobre, on réfléchit. On verra où on en est. Voilà. Oui, Si j'entends. le marché a baissé de 15%, Ah ouais, on ramassera. très clair. Si, Non, mais intéressant de comprendre comment on construit effectivement s'il un a horizon pas bougé, tactique de ce s'il a point de pas vue-là. bougé, on verra aussi. Ah comment ouais. on réalloue. On se reverra en octobre, oui. Exactement. Malik, c'est quoi l'idée pour vous là sur une gestion diversifiée chez CPR Asset Aujourd'hui, Management? sur la gestion diversifiée, c'est vraiment le retour du 60-40. Hein. On l'a vu cet été, ça a bien marché. Ça a très bien marché, ça Ouais. va continuer à bien marcher. Hein. Donc, s'exposer aux actions, mais avoir une sensibilité assez longue sur les portefeuilles, notamment sur les taux d'État, et garder aussi du carry sur le crédit. Sur la partie action, c'est vraiment majoritairement USA. Parce que la dynamique bénéfice, encore une fois, elle plaide pour les États-Unis. Hein. Et puis, c'est un... Et plutôt dans la partie du marché US hors cette magnifique? Non. Pas forcément. Stratégie barbell, c'est-à-dire que vous investissez sur la Tech. technologie et les défensives D'accord, ok. en même temps, parce que, comme je disais, la progression des bénéfices à venir va... Pas besoin de lâcher les techs pour aller aussi Non, on n'a prendre pas des besoin de défenses. lâcher les D'accord. techs dans certains domaines particuliers, comme l'intelligence artificielle, Oui. par exemple. Je pense que c'est une thématique qui va continuer à intéresser les investisseurs quand on voit les chiffres de TSMC, Ouais. etc. Donc il y a une demande qui est là. Hein. Je pense que les chiffres de Nvidia à l'époque ont été mal interprétés, en tout cas sur la demande du marché. Mais Jensen Yang, il a dit, vous savez, on fait ce qu'on peut. On peut faire que ce qu'on peut. Hein. Ouais. Ce qui est Donc déjà voilà, pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et donc, la value de l'Europe, ça vous intéresse pas tellement? C'est pas que ça ne m'intéresse pas du tout, c'est qu'en Europe, il y a un ralentissement quand même en tout cas, il y a une économie qui a été indiquée qui croît autour de 0,5, 0,6, 0,8, voilà. Il y a Oui, non, mais je comprends, c'est pas enthousiasmant, oui. c'est pas enthousiasmant, Non, mais- et même la croissance des bénéfices a commencé à être... C'est révisé un peu à la baisse, C'est là revisé à la baisse en Ouais. Europe. Hein. Quand vous voyez les courbes aux États-Unis, ça remonte. En Europe, ça stagne, voire ça baissote un peu. Qu'est-ce qui pourrait revenir dynamiser l'économie européenne, sachant que les situations sont différentes? On a une Allemagne qui aujourd'hui est en très mauvaise pose. Les pays du Sud qui s'en sortent mieux et une France au milieu. Bah moi j'ai la réponse, Mario Draghi. Non mais quelques minutes quand même, Michel. Donc il y a eu 2012, 26 juillet 2012, 3 mots pour sauver l'euro. Ouais. Et puis donc cette semaine, le 9 septembre 2024, 400 pages pour relever l'Europe. Ouais. Alors, Ça, c'est la legacy de Mario Draghi. ouais, une personne très, très intelligente qui produit un rapport très intéressant. Je crois qu'il y a 2 messages clés. Déjà, il y a un constat, c'est que l'Europe est à risque. Elle croît faiblement, est quasiment fait face à un risque quasi existentiel de perdre sa place. Sortir de l'histoire, comme on dit. Voilà, sortir de l'histoire par rapport aux grandes zones États-Unis et Chine. Alors, bien évidemment, on pense aux technologies, mais les gains de productivité, pouvoir d'achat, c'est tout lié. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il en tire 2 conclusions. Une première conclusion qui va un peu à l'encontre... Alors, 2 conclusions qui vont un peu à l'encontre de la vision de l'Europe qu'on s'est bâtie depuis la grande crise financière. Première vision, c'est on ne dépense pas assez. Et avec beaucoup plus d'argent public. Là, il chiffre ça à 5 points de PIB, qui est quand même certains ordres de grandeur. Et deuxième vision, on ne prend pas assez de risques. Et quand on regarde tout ce qu'on a fait depuis la grande crise financière sur tous les marchés, on a régulé partout, dans le secteur financier, prendre moins de risques.
Et lui, il dit non, il faut tourner la page, il faut prendre plus de risques. Donc, moi, je partage ce point de vue. Il n'y a pas le constat. Après, la question, c'est quelle est la capacité d'implémenter tout ça. On a déjà eu le non allemand immédiatement sur l'aspect finances publiques. Là, je crois que sur l'aspect finances publiques, ça paraît compliqué de dégager des ressources nouvelles. Donc là, ça paraît quand même très mal barré. Sur l'aspect prendre plus de risques, a priori, c'est moins coûteux pour le contribuable sur le papier. Et donc, prendre plus de risques, ça veut dire changer la régulation. C'est possible. Et on verra s'il y a des majorités au Parlement européen et auprès des chefs d'État pour aller dans ce sens. Mais ça me paraît plus facile à implémenter. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs chantiers comme l'union bancaire et les marchés des capitaux où on en parle depuis 10 ans et il n'y a rien qui a été fait. Donc, même si je me souviens le constat, l'Europe ne prend pas assez de risques. C'est nouveau. On le trouve partout. C'est nouveau. On trouve sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, les technologies de la santé, dans le secteur financier, ça revient partout. Dans le rapport de Draghi, vous regardez mon risque, il est présent une fois ou deux dans chaque page. Chaque page. C'est un U-turn qu'il faut faire de ce point de vue. C'est vraiment, et c'est un logiciel, un mindset, comme disent les Américains, mais il y a les 800 milliards, effectivement, ça, c'est une manière aussi de mettre l'Europe face à ses enjeux et les moyens financiers qu'il faut développer. Mais il y a des choses à faire sans avoir besoin de 800 milliards de budget additionnel par an. A priori, c'est non coûteux pour le contribuable européen. Ça. Mais je trouve que en termes de logiciel, je trouve que c'est une idée clé intéressante. Après, je retiens pas trop mon souffle quand même pour savoir être implémenté rapidement. Comme me l'a dit une économiste allemande cette semaine, que je cite, Evelyn Herrmann chez Bank of America, sur le ton de la plaisanterie bien sûr, le Nine allemand est arrivé plus vite que le temps qu'il fallait pour lire les 400 pages du rapport de Mario Draghi. Voilà. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, Pierre-Olivier Béfi, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan, et Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur bancaire en Europe. Nous en parlons avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investments. Ils sont directeurs des investissements et cofondateurs, bien sûr, associés et gérants. David Benamou. Bonsoir David. Bonsoir. Vous tombez à pic, David, puisque on va parler un peu des résultats des banques. Mais non, la grosse actualité, c'est quand même cette question. Est-ce que c'est le retour des grandes manœuvres dans le secteur bancaire européen ? On parle bien sûr de l'opération Unicredit Commerzbank. Alors, opération, Unicredit a construit une position de 9% au capital de Commerzbank. Ça s'est fait ces dernières heures en partie. Et donc, voilà, prise de contact, début de réflexion, voire de spéculation sur ce qu'il pourrait se passer désormais entre ces deux grandes banques. L'histoire n'est pas nouvelle, ça fait partie des serpents de mer bancaires européens. Mais comment vous regardez cette opération ? Est-ce qu'elle donne le signal de quelque chose de plus large au niveau européen ? Ou est-ce qu'à ce stade, ça reste très spécifique ? Unicredit avec Andrea Orcel à la manœuvre et Commerzbank avec les difficultés qu'on connaît du secteur bancaire en Allemagne. Alors, d'abord, c'est pas la seule opération, puisqu'il y a quelques semaines, BNP Paribas a fait quand même un pas en fait important en rachetant l'asset management, en rachetant AXA IM. Donc, on a une première opération d'envergure, et ce qui fait qu'en quelques semaines, on en a deux en tout cas. La deuxième n'est pas faite en tout cas, mais voilà. C'est intéressant. La séquence pour vous, elle commence avec les négos exclusifs BNP Paribas Asset Management, AXA IM. Oui, d'accord. C'est la première grosse opération significative en Europe, même si elle est locale. En tout cas, on sent que quelque chose se passe. Alors, il y a quelque chose qui permet d'éclairer un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est évidemment l'adoption du paquet bancaire par le Parlement européen en avril 2024, qui marque l'adoption de Bâle 4. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin de 15 ans de
de diverses législations, transformation du secteur, coussin de capital, revue des risques moyens pondérés, etc., constitution d'un superviseur unique, d'une résolution en fait unique, etc., etc. La seule chose qui manque en fait aujourd'hui, c'est la garantie des dépôts communes. Elle est à peu près, en tout cas, on sait comment elle devrait être tissée. Oui. Elle avance très lentement. Oui. Mais en tout cas, toutes les problématiques de capital réglementaire et finalement et de stabilité du système financier européen, avec la résolution, la supervision, sont derrière nous. Le risque réglementaire, ça y est, une bonne fois pour toutes, est derrière nous et derrière pour le secteur bancaire européen. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a plus de nouvelles législations qui prévoient des nouveaux quotients de capital, un recalcul des risques moyens pondérés. Tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de projet devant nous. Okay. Et c'est probablement ce qui a déclenché les grandes manœuvres. Parce que voilà, il y a plus, on s'attend plus à une nouvelle surprise, à une mauvaise surprise, à une incertitude. Il n'y a plus d'épée de Damoclès de ce point de vue-là. Voilà, il n'y a plus d'incertitude réglementaire sur ce qui va se passer si on fait une acquisition de cette ampleur. Par ailleurs, ce qui est très intéressant et ce qui a facilité probablement l'opération d'hier, c'est que dans ce texte qui a été adopté en avril, la pondération des participations financières a été abaissée à 250%. Donc en gros, ça veut dire que l'acquisition qui a été faite hier, donc les fameux 4,5% rachetés, consomment très peu de capital réglementaire. Et comme Commerzbank a quand même un rendement, aujourd'hui un rendement cash qui est très important, parce qu'on parle de 13%, c'est déjà une très bonne affaire, en dehors de, évidemment, le changement, enfin l'augmentation du cours de 20%. Déjà relatif pour l'opération, quoi. Super opération. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire du dossier spécifique Unicommerce ? Et puis, comme vous le dites, si la séquence commence avec les manœuvres entre BNP et AXA sur l'asset management, aujourd'hui Unicredit Commerzbank. Alors je sais qu'on a détaillé avec vous des consolidations qui se passaient au niveau domestique, local, en Espagne, en Italie, bien sûr. Mais est-ce que là, c'est quelque chose de plus grand qui commence ? Alors, ça peut être quelque chose de plus grand qui commence. Ce qui est très intéressant, c'est que Unicredit, on pense que c'est une banque italienne. En fait, dans Unicredit, il y a Hypoforens Bank. Et donc, ça veut dire que les Italiens connaissent déjà très bien l'Allemagne et la fusion se ferait probablement par HVB. Elle a beaucoup de sens. Ça permet au groupe de passer, je crois, plus de 10% de part de marché en fait, au plan local. C'est un peu le même type de banque avec la même sensibilité auto, mais ça veut dire qu'on commence à créer une taille critique. Ouais. Il manquera, alors pas dans tous les métiers, donc il y aura encore des choses à racheter, mais voilà, André Orcel qui vient des fusions-acquisitions, qui a une quantité énorme d'excès de capital, qui a été constitué d'abord sous l'ère de Jean-Pierre Mustier, qui a fait beaucoup d'augmentation, la plus grosse augmentation de capital à l'époque. La banque a été totalement nettoyée. Et puis ensuite, évidemment, par la profitabilité d'Unicredit, grâce à la hausse des taux. Donc, il a un très, très gros trésor de guerre. Et il peut consolider Commerce et peut-être d'autres. Je crois que pour la petite histoire, c'est Orcel, qui était chez Merrill à l'époque, qui conseillait Unicredit pour le rachat de HVB au début des années 2000, c'est ça, en Allemagne. C'est suffisant pour se dire que, parce que là, ça y est, on a les premières prises de parole. André Orcel, le patron d'Unicredit, s'est exprimé. Alors évidemment, on sent qu'il a envie d'y aller, qu'il a envie de faire l'opération. Après, il est aussi honnête. Il dit, on peut monter au capital, on peut redescendre si on n'est pas les bienvenus, si nécessaire. On peut bien sûr envisager un rapprochement total avec Commerz. Comment c'est reçu côté allemand ? Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect réglementaire, j'allais dire, est-ce que les freins psychologiques ou politiques de se dire Commerzbank peut demain être détenu par une banque italienne, même si elle est déjà présente sur le marché allemand, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on va passer par un moment où il faudra explorer d'autres options en Allemagne, en France ? Comment vous voyez la séquence se dérouler là ? Il a aussi précisé, on a du temps. Et on peut être patient. Voilà, on peut être patient. Voilà, c'est précisément. Nous sommes patients. Voilà, c'est précisément ce qu'il a dit. Le frein, potentiellement, c'est évidemment, entre guillemets, je dirais l'overlap qu'il va y avoir entre Hypoforens Bank et Commerzbank. Et donc, ça veut dire qu'il y a probablement un plan de licenciement, en tout cas un ajustement des effectifs à faire. Donc ça peut être, je pense, le frein principal en fait à l'opération. D'ailleurs, les syndicats ont réagi tout de suite assez rapidement en disant, alors c'était assez amusant. Verdi, c'est le représentant de Verdi, syndicat de salariés, représentant
représentant chez Commerz. Hein. Voilà, puis la déclaration était assez amusante parce qu'il expliquait qu'il préférait éventuellement des Français. On se comprend mieux avec les Français, il a dit. Voilà. Bon, alors, je pense qu'il y avait 2 degrés de lecture enfin, dans ce qu'il a dit, puisque c'est probablement qu'effectivement, une fusion avec SocGen, bon, il n'y a pas d'activité en Allemagne, donc ce serait beaucoup plus simple. Voilà, donc ça peut être un des principaux freins. L'État allemand, alors, pour l'instant, il n'y a pas de communiqué de presse officielle, donc je pense qu'il y a beaucoup de tractations, de discussions, en tout cas de discussions en cours pour voir ce qui est faisable. Moi, j'ai le sentiment qu'il va aller jusqu'au bout. Ouais. Parce que ça fait beaucoup de sens. C'est la première opération transfrontalière. On montre souvent des classements de banques dans le monde et on voit à quel point nos banques européennes sont toutes petites, n'ont pas de taille critique et se font damer le pion régulièrement par les banques américaines. Donc voilà, ça a quand même beaucoup de sens. Donc ça a l'air d'être quand même le sens de l'histoire. Avec ce choc réglementaire, cette épée de Damoclès réglementaire qui est partie... Mario Draghi qui nous dit quand même il faut prendre des risques, il faut desserrer les taux réglementaires. Alors il parle pour un nombre de secteurs importants, bien sûr, pour tous les secteurs, mais il parle aussi pour le secteur financier. Bon, on va suivre ça avec attention. Au-delà de ça, ça veut dire que les banques européennes se portent toujours bien sur le plan de leur performance opérationnelle, de leurs fondamentaux, de leur modèle d'affaires. Est-ce qu'elles sont encore dans des phases où elles améliorent peut-être même encore leur profil opérationnel aujourd'hui, dans un début de cycle de baisse de taux? Vous voyez ce que je veux dire, David? Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'on vient juste de terminer les résultats du deuxième trimestre, de publier la publication des résultats du deuxième trimestre et en fait, donc c'est le 17e trimestre consécutif où, après la publication des résultats, les analystes rehaussent les attentes de résultats pour l'année. Donc, voilà, après le deuxième trimestre, c'est une hausse de 3-4% en fait en moyenne. Donc, les banques européennes se portent très bien. Bon, les raisons sont extrêmement simple, c'est que on est passé dans un cycle de taux à nouveau normal. Enfin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des taux positifs. Et quand on a des taux positifs, ça veut dire que les banques gagnent aussi de l'argent sur les dépôts, ce qui n'a pas été le cas pendant 10 ans à peu près, sous l'ère des taux négatifs. Donc ça surprend tout le monde, mais effectivement, il y a tout d'un coup la profitabilité du secteur qui est redevenue normale, mais ce qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps. Alors, on entre dans cette cycle de baisse de taux. Ce qui va se passer, c'est que le moteur marge nette d'intérêt sur les dépôts va baisser un peu. Mais en revanche, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la partie marge d'intérêt sur les crédits, elle va monter. Notamment par le renouvellement du stock. Exactement. Ah, parce que en fait, le stock historique qu'ont les banques, c'est un stock qui a été originé, comme on dit, dans les taux zéro, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Donc les marges sont réduits. Donc, alors, même si les taux baissent un peu, renouveler ce stock, une partie de ce stock, ce sera toujours plus positif que ce qu'on avait au départ. Absolument, ça ne peut être que mieux. Très clair. Donc voilà, donc en fait, alors c'est assez lent, grosso modo, si on regarde 2 types de portefeuilles, portefeuille de prêt à la consommation, c'est 5 ans en moyenne, donc on a renouvellement total du stock pour à peu près 5 ans. Pour l'immobilier, c'est plus long, c'est 12 ans en moyenne, donc c'est pas immédiat, mais graduellement, on va avoir en fait une amélioration de la contribution à la marge nette d'intérêt des portefeuilles de prêt. Il y a un autre élément qui est aussi important, c'est la pente des taux. Parce que la pente des taux, s'il y a une pente des taux entre 0,3 ans, 0,5 ans, selon le type de banque, eh bien les banques font de la transformation et ça contribue aussi à la marge. Pente de taux, elle était plate, il n'y en avait pas pendant des années et des années. Donc, si les taux courts baissent et que voilà, on a des attentes en tout cas de rebond de l'économie, on peut avoir un delta positif entre les parties longues et les parties courtes. Oui. Exactement. Donc ça, c'est juste sur la partie marge d'intérêt. Et puis ensuite, il y a les commissions. Donc, quand les taux rebaissent, l'activité repart, que ce soit l'activité évidemment de prêt, la banque d'investissement, etc.
Ouais. Donc, ça veut dire que, en réalité, quand on prend une perspective historique, ce qu'on a fait d'ailleurs dans notre webinaire, on a regardé l'historique de la marge, on se rend compte que, en fait, on est à des niveaux qui sont en dessous de la moyenne historique. C'est-à-dire on est revenu à peu près, en fait, Les à marges la nettes normale. d'intérêt, d'accord. Voilà. D'accord. Mais il y a une marge de progression qui est vraiment importante. Donc une vue positive toujours sur le secteur. Donc, une vue- Aujourd'hui, voilà. on n'a plus le temps, David, mais je signale que les performances sont au rendez-vous. Hein. Ça fait déjà 2-3 ans que le secteur surperforme et que vous, avec des stratégies actions sur les banques et les financières européennes, vous surperformez très largement, de manière très significative, vos indices de référence. Mais pour vous, la vue positive, elle ne change pas. Elle est intacte aujourd'hui. Oui, la vue, elle reste vraiment positive. Tant qu'on a des taux qui restent positifs, voilà, on a un secteur qui continuera de s'améliorer. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a beaucoup d'excès de capital qui a été accumulé, qui fait qu'aujourd'hui, le rendement, il est en moyenne de 11%. Donc, voilà, c'est une énorme protection, en tout cas, contre les événements qui peuvent se produire. Bon, toujours un bon secteur, toujours un secteur leader, et c'est encore un des secteurs leaders en Europe depuis le 1er janvier. Merci beaucoup David Benhamou qui vient nous éclairer sur les sujets bancaires régulièrement dans Smart Bourse, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments.